Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement fatiguée, mais d'une bonne fatigue, on va dire une fatigue de quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Donc là, bébé dort et pour une fois, j'ai un peu moins de choses à faire pendant sa sieste. Et je me suis octroyé aussi le droit et le temps de prendre du temps. Et rien que ça me donne le sourire. C'est complètement bête, je sais, mais voilà. Donc voilà, beaucoup de travail en ce moment, beaucoup de choses à gérer aussi à la maison. Et forcément, eh ben, je l'ai la tête un peu comme une pastèque. On a même oublié des trucs hyper importants avec mon mari qui, heureusement, on a eu beaucoup de chance, euh, était possible de reporter. Pour vous dire à quel point on est au bout de notre vie. On sort d'une grosse grippe pour bébé. On a quand même fait 3 médecins avant de savoir que c'était la grippe. Bon, après, il avait des symptômes quand même très divers, donc je comprends que les médecins aient pu être un peu. Aient pu penser à d'autres maladies, hein. Je le conçois complètement. Voilà, donc je voulais, voilà, hier soir en fait, au moment de me coucher, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo concernant comment on peut se comporter, comment on se comporte avec notre bébé arc-en-ciel suite à la perte de notre enfant, suite à la perte d'un enfant en tout cas. Euh, alors bien sûr, on est tous très différents et je pense qu'il n'y a pas trop de normes, de règles. Je pense qu'il y a des parents qui vont être hyper surprotecteurs parce que ils ont, comme ils ont perdu leur enfant, l'enfant d'avant, ils auront peur pour l'enfant qui est là et du coup ils vont être hyper protecteurs. D'autres qui au contraire vont être très très durs parce que euh, quand l'enfant va être difficile, ça va les saouler de se dire que l'enfant est difficile euh, alors que tout devrait rouler étant donné la chance qu'il a d'être vivant. Voilà. Il y a d'autres parents qui vont être comme tous les autres, pour qui ça va rien changer. Et il y a d'autres parents où c'est un mélange de tout ça, voilà. Et alors moi je vais vous parler forcément de mon expérience à moi, puisque je ne peux pas vous parler des expériences des autres. Et surtout, ce serait malvenu de ma part de dire que ma façon d'éduquer mon enfant et ma façon de me comporter avec mon enfant est la façon universelle. Ce serait complètement dégueulasse. Enfin, voilà. Donc, ah oui, et avant de commencer ce thème, je voulais aussi vous dire que je voulais absolument reprendre une activité pour moi. Parce que franchement, même si je suis au bout de ma vie, je me suis dit tant pis, quand on veut, on peut. Et du coup, je suis encore plus au bout de ma vie. Mais je suis au bout de ma vie, comme je vous disais, en mode bien. Parce que même si je dors que entre 5 et 6 heures par nuit, au final, comme je fais plein de trucs qui me plaisent, que ce soit dans mon travail ou, euh, voilà, dans ma nouvelle activité extra-travail, on va dire. Parce que ça n'existe pas un autre terme que extrascolaire. Mais moi, je ne vais pas à l'école, donc on va dire extra-travail ou extra-professionnel. Extra-professionnel, c'est bien. Donc dans mon activité extra-professionnelle, donc j'hésitais entre la danse et reprendre un groupe. Et j'ai décidé de reprendre un groupe. Voilà, moi je fais du métal. Et du coup j'ai trouvé un groupe. Voilà, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, ils ont l'air tous très sympas. Ils m'ont déjà laissé beaucoup de liberté au niveau du chant. En fait, on est deux chanteurs. Donc du coup, ça me permet aussi de me reposer un peu parce que quand on est le seul chanteur, c'est quand même très fatigant, il y a beaucoup plus de textes à apprendre. Et vu que moi je suis une maman et tout ça, c'est vrai que c'est bien qu'on soit deux, comme ça on se partage le truc. Et j'ai fait ma première répète dimanche. Je vous en parle un peu avec les étoiles dans les yeux, parce que moi j'ai des groupes depuis que j'ai 16-17 ans, et que j'ai commencé le chant toute petite, et que j'ai commencé la voix gutturale vers 15 ans. Et du coup, pour moi c'est juste génial de me dire que je retrouve un groupe alors que j'ai 35 ans, que je suis une maman et que je pensais pas que ça m'arriverait à nouveau en fait, que des gens me fassent confiance pour ça. Et ou même quand j'ai mis mon annonce sur internet, je me suis dit bah les gens ils vont pas venir vers moi, enfin voilà. Et au final j'ai eu pas mal de réponses positives, mais pas dans les styles que j'aimais. Et là la personne qui m'a répondu habite dans la même ville que moi, donc c'est un truc de ouf. Enfin bref, je dérive du sujet, excusez-moi, mais je suis tellement contente. Voilà, j'aime bien aussi vous faire partager mes moments sympas, c'est aussi important. Et vous aussi, des moments sympas, si vous n'en avez pas encore eu depuis la mort de votre enfant, vous en aurez, c'est sûr, et je vous jure que ça arrivera. Euh, donc moi, mon fils, déjà, je vais vous parler de quand j'étais enceinte, parce que le comportement envers notre enfant commence de quand on est enceinte.
Les 3 premiers mois, j'étais très apeurée, j'avais très peur de faire une fausse couche. Alors que pourtant, Orlan n'est pas décédée dans les 3 premiers mois, elle est décédée lorsqu'elle avait 9 mois d'âge de grossesse, 9 mois d'âge inutérin. Donc du coup, c'était une peur un peu bizarre, puisque normalement j'aurais dû avoir peur vers la fin. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu peur les 3 premiers mois. Je cherchais pas à comprendre, mais moi j'ai pas compris. Donc j'ai eu peur les 3 premiers mois de faire une fausse couche. Ouais, j'étais pas rassurée, j'étais pas hyper flippée, mais j'étais pas rassurée, j'avais toujours ça dans la tête. Et ensuite, alors est-ce que c'est hormonal ou quoi, j'en sais rien. Peut-être que le fait d'être baignée dans un bain d'hormones, peut-être que ça m'a fait relativiser. Et après, j'avais plus du tout de peur, j'étais hyper sereine. C'était assez bizarre. Donc voilà, j'étais hyper sereine. Et puis, quand Marius est arrivé, euh, 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 bon, les débuts ont été compliqués avec l'allaitement et tout ça, je dormais très peu. Le maximum que je dormais d'affilée c'était 2 heures, donc je vous laisse pas imaginer, enfin je vous laisse imaginer dans quel état j'étais, plus la brèche que j'ai eue lors de mon anesthésie pour la césarienne. Bon bref, du coup les débuts étaient compliqués, donc j'étais franchement très heureuse qu'il soit là. Mais voilà, j'avais pas le temps de kiffer, disons. Donc là on peut pas vraiment dire que mon comportement, disons que j'étais très euh, enfin, pour moi c'était normal d'avoir mon enfant à côté de moi dans son berceau à la maternité. Pour moi c'était normal qu'il soit à côté de moi. Et c'était euh, un accomplissement. Voilà, c'était l'accomplissement. C'était mon bébé est à côté de moi et ça me suffisait amplement. Même si je dormais pas, même si j'étais au bout de ma vie, même si on m'a ramené au bloc à cause de la brèche que j'ai eue suite à mon anesthésie. Enfin bon bref, tout ça. Ben voilà, j'étais au bout de ma life, mais disons que j'étais quand même. Alors, j'étais pas du tout sereine en revanche par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je n'étais pas sereine dans les gestes que j'allais donner à mon enfant. J'étais pas du tout à l'aise quand il fallait que je m'occupe de lui. Alors, pas du tout quand il fallait que je l'allaite, pas du tout pour les câlins, les bisous. Ça, aucun souci, mais alors, tous les soins. Alors, maintenant que je vous en parle, bon, j'ai l'émotion qui remonte parce que je me rappelais plus de ça. Mais bon, bah ma fille, je m'en suis pas occupée, j'ai pas pu changer les couches, j'ai pas pu. Enfin, je dirais, j'ai pas pu. Enfin, non, j'ai rien fait. Mon mari, il a demandé à aller l'habiller à la morgue et finalement, le mec de la morgue a dit qu'il allait le faire tout seul parce que, ben, rigidité cadavérique, donc ça aurait été compliqué pour mon mari. Donc mon mari aurait eu la possibilité quand même de l'habiller et puis bon, bah, heureusement d'un côté, je pense qu'il l'a pas fait, c'est pas plus mal. Euh, Mais du coup, voilà, ça me fait remonter l'émotion. Du coup, parce que, bah, du coup, quand fallait que je change la couche à Marius ou que je lui fasse des soins, parce qu'un nouveau-né, il y a beaucoup de soins à faire au niveau du cordon ombilical, etc. Et puis même, enfin, il faut laver les yeux, il faut, il y a le premier bain au bout de 2 jours, tout ça. Et ben du coup j'étais pas du tout à l'aise, j'avais l'impression de mal faire et comme j'étais extrêmement fatiguée, je retenais pas ce que me disaient les sages-femmes, j'étais tellement au bout de ma vie. Je retenais pour l'allaitement parce que pour moi c'était ça le plus important et que pour moi c'était l'alimentation qui faisait suivre mon bébé en fait. Et j'avais tellement nourri d'espoir par rapport à l'allaitement vu que j'avais pas pu allaiter ma fille. Je voulais tellement allaiter déjà que j'avais pas accouché par voie basse pour l'un comme pour l'autre. Je voulais au moins pouvoir allaiter, au moins avoir cette possibilité de ça en tant que maman. Pour moi, c'était primordial. Et du coup, là-dessus, voilà, j'étais vraiment à fond. Mais du coup, j'étais pas du tout à l'aise et je pense que j'avais pas confiance en moi. Alors, je pense que c'est beaucoup plus inconscient que ça. Je pense que comme du coup, inconsciemment, j'avais cette impression bah, de pas avoir sauvé ma fille, que j'avais pas géré par rapport à ma fille, bah, j'avais l'impression que j'allais pas gérer par rapport à mon fils. Et du coup, bah, je passe dans le. Bon, ok, au début, quand t'es jeune parent, tu mets du temps à changer une couche parce que t'es pas douée. Mais moi, j'étais vraiment pas douée et j'avais pas confiance en moi. Et je demandais toujours à mon mari de m'aider. Et je demandais toujours aux sages-femmes de me répéter parce que j'avais peur de mal faire et que j'avais l'impression de faire n'importe quoi. J'avais l'impression de faire les choses très mal. Et je me rappelle d'une fois une sage-femme qui est rentrée. euh, et en fait, elle avait pas vu que j'avais laissé ma main sur mon fils.
pendant que je farfouillais un truc à côté, parce que j'avais oublié un truc à côté pour le changer ou pour faire je sais plus quel soin. Et elle m'a dit non, faut jamais laisser le bébé tout seul sur la table à langer. Et du coup j'avais grave culpabilisé, j'étais trop mal et je lui dis mais non mais j'avais posé ma main. Elle me dit mais même et tout, c'est trop dangereux. Et j'étais là ok d'accord. Et ça m'avait voilà, ça m'avait un peu interloqué. Je m'étais dit ok ben en fait je suis une mère de merde. En fait je suis une mère pourrie. Mon premier enfant est décédé, j'ai pas réussi à la sauver et en plus j'arrive pas à m'occuper de mon fils quoi. Donc je l'ai un peu vécu comme ça. Donc voilà un peu moi mon comportement vis-à-vis de mon fils au tout début. Euh, voilà après comme j'étais tellement fatiguée, bah, j'avais pas vraiment cette possibilité de m'émerveiller comme j'aurais voulu m'émerveiller et de profiter comme j'aurais voulu profiter. Mais après enfin, je savais que ça se passerait comme ça. Au début t'es tellement au bout de ta vie que j'étais préparée à subir plus que kiffer. Voilà, bon sauf que moi j'ai plus subi qu'autre chose entre la brèche et l'allaitement qui a été très compliqué. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et après, dans les jours qui ont suivi, euh, ouais, j'ai beaucoup subi en fait. J'ai énormément subi. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, je pense. J'ai beaucoup subi. Je dormais quasiment pas. Et il y a eu un moment où, comme en fait mon fils se réveillait toutes les demi-heures, voire toutes les heures pour être au sein, à un moment donné j'étais tellement épuisée. Je me rappelle l'avoir pris dans mes bras et lui avoir crié dessus. Parce que j'en pouvais plus. Parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée moralement, physiquement. Et je pense que le fait d'avoir perdu ma fille n'aide pas les choses. Hein. Voilà. Et j'ai un caractère un peu colérique de toute façon. Voilà, donc je lui ai hurlé dessus. Et mon mari m'a dit ah mais ça va pas et tout, tu vas le balancer par la fenêtre ou quoi. Enfin tellement je lui ai crié dessus qu'en fait. Donc bien sûr mon petit s'est mis à hurler, il avait peut-être je sais pas un mois, 3 semaines, un mois, enfin j'en sais rien. Et, euh, et du coup voilà il y a eu ça. Donc il y a eu des grosses montées d'énervement que peut-être j'aurais pas eu si j'avais pas perdu ma fille, je n'en sais rien. Ou peut-être ça aurait été pire, j'en sais rien, je sais pas. Mais bon, ça c'est pas, on va dire, le vif du sujet. C'est plus maintenant que mon fils est plus grand, maintenant il a 16 mois, on commence à beaucoup communiquer à notre façon. Il commence à dire des mots, donc là c'est quand même intéressant. Alors mon comportement aussi quand il était tout bébé, c'est que ouais, j'étais dans la j'étais vraiment dans la suractivité par rapport à lui. Tout le temps, il fallait tout le temps qu'il joue, qu'il ait un truc dans la main, il fallait tout le temps que je le regarde, que je lui parle, que je joue avec lui. Pour moi, si je le laissais 2 secondes tout seul, enfin je veux dire tout seul, on s'entend, si je le laissais 2 secondes à jouer sans lui parler et sans interagir avec lui, pour lui j'étais une mère pourrie quoi. Voilà. Donc j'ai été un peu trop dans le côté comme ça. Euh, voilà, les câlins par contre, voilà, j'ai toujours été, on va dire, je pense une mère aimante comme il se doit, mais sans en faire trop non plus. Je pense là-dessus ça va. Voilà, mais c'est vrai que j'étais trop dans le. Maintenant j'essaie de le laisser un peu plus. Alors c'est un enfant qui aime beaucoup le contact, qui est très sociable. Et c'est vrai que jouer tout seul, bah lui, c'est pas trop son truc. Donc c'est vrai qu'il a tendance à pas mal à nous coller. Donc ça fait plaisir et d'un autre côté c'est chiant parce que tu veux juste aller couper une pomme et en fait il te prend la jambe en te disant maman et en te faisant un câlin à la jambe, c'est trop mignon. Mais en même temps t'as envie de lui dire mais laisse-moi couper ma pomme. Voilà. Et puis bah du coup moi qui suis quelqu'un de vachement indépendant et qui a un bébé quand même très demandeur de câlins, de contact, bah, c'est vrai que des fois j'ai besoin de souffler. Euh, et si tu veux, quand t'as perdu ton premier enfant, enfin, premier ou pas, moi, bon, si, quand t'as perdu ton premier enfant, tu sais pas ce que c'est d'avoir un enfant H24 avec toi. Et du coup, bah, que t'es habitué à une absence en fait. Moi, avec Orlan, je suis habituée à une absence. Et tu te dis, bah là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est une surprésence qui est normale, puisque c'est ton enfant, c'est ton bébé, c'est normal qu'il y ait une surprésence, et c'est normal que tu sois H24 collé à lui, mais du coup, dans ton cerveau, il y a un espèce de déséquilibre. Je sais pas si ça vous le fait aussi à vous les autres mamans, j'ai les parents en général. Est-ce que ça vous le fait ça? Parce que du coup, bah, tu passes d'une absence complète totale à un amour inconditionnel envers un enfant qui n'est pas là, à un amour inconditionnel à un enfant qui est là tout le temps. Et t'as l'impression d'étouffer, alors qu'en fait, c'est la normalité. Donc c'est une ambivalence avec laquelle il faut traiter, qui est pas forcément facile.
Enfin perso, je trouve pas ça facile. Voilà. Voilà. Donc voilà. Enfin, heureusement que j'ai fait cette vidéo parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à vous raconter. Donc surtout ne culpabilisez pas si vous avez ce sentiment, c'est que je pense on ne peut plus normal. Tu passes d'un chaos, un vide, à une surprésence et c'est quand même... c'est perturbant en fait. C'est très perturbant. Et en fait je me rends compte quand je vous en parle. Parce que jusqu'à présent, oui je me rendais compte que j'avais besoin de souffler, mais je pensais que c'est juste parce que je suis une maman et que j'ai pas le temps, que j'ai du temps pour pas grand chose. Mais je pensais pas que c'était ça en fait. Bref, en fait quand je vous parle, bah, c'est un peu quand même une psychanalyse, hein, donc je me rends compte de beaucoup de choses. Euh, donc ça, et puis du coup, moi je suis quelqu'un d'assez, comment dire, assez exubérant, extraverti, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans les émotions, dans... quand je montre une émotion, c'est... Enfin, voilà, c'est la joie puissance 1000, c'est la colère puissance 1000, c'est l'amour puissance 1000, enfin il n'y a pas trop de nuances. Au travail j'y arrive, et encore, je suis un peu faux folle, mais les gens aiment bien. Mais c'est surtout, voilà, disons qu'avec mon enfant, je suis extrêmement dans l'amour. Lui faire beaucoup de bisous, beaucoup de câlins et tout ça. Enfin, en tout cas, maintenant qu'il est plus grand, comme je vous disais, quand il était bébé, c'était normal, quoi, comme toutes les mamans, je pense. Maintenant qu'il grandit, qu'il veut de l'affection et que moi, j'adore les échanges qu'on a, c'est trop génial. Bah, je suis beaucoup, voilà, dans les câlins, les bisous. Et je suis aussi beaucoup dans, comment dire, euh, comment on dit, putain, c'est quoi le mot? Pas la reconnaissance, mais en gros, je lui dis bravo quand il fait des choses bien. Voilà, peut-être que j'exagère trop euh, dans, dans les félicitations que je lui donne, dans les câlins. Et du coup, bah, aussi quand il fait des choses qui m'énervent, euh, pas tout le temps, mais parfois je m'énerve. Euh, et parfois, quand je trouve pas d'échappatoire, je crie. Voilà, et je n'ai pas honte de le dire. Et je pense que c'est rare les parents qui crient pas de toute façon. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai une tendance assez colérique à la base, donc c'est vrai qu'avec mon fils j'essaye vraiment de faire attention, mais il y a des fois où c'est plus fort que moi, des fois où j'y arrive pas. Je sais, je suis une maman indigne, mais je pense pas être une maman indigne du tout, je pense que c'est complètement normal. Et puis quand t'as à la base quelqu'un de colérique, c'est difficile de se restreindre, mais je fais beaucoup d'efforts en tout cas. Et en plus je déteste cette partie de moi, je supporte pas cette partie-là. Quand tout va bien, t'es dans l'amour, tu fais un gros câlin, et puis que tout d'un coup il y a un truc qui t'énerve et que tu te mets à hurler, je supporte pas ce trait de caractère. Il y a plusieurs personnes dans ma famille qui sont comme ça. Je trouve ça horrible. Et de savoir que moi aussi j'ai ce trait de caractère là, ça me rend ouf en fait. Voilà, après bon, on peut pas être parfait, hein. Ce serait trop bien. On s'ennuierait si on était tous parfaits. Mais du coup, c'est vrai que c'est du coup. Euh, Alors là, elle ne m'a pas montré les parties, on va dire, que je détestais déjà chez moi, elle me les a pas exacerbées, puisque je ne l'ai pas éduqué. Mais là, Marius, vu que il est tout le temps avec moi et que, enfin tout le temps avec moi. Enfin, on s'entend, je travaille, il est pas tout le temps avec moi toute la journée. Mais dans le sens que, ben, vu que je l'éduque, du coup, je vois des parties de moi que j'aimais déjà pas forcément à la base, et ça les exacerbe un petit peu. Et du coup, ça me met face à des parties de moi que j'aime pas. Et, euh, et avec Orlan, ben, forcément, il n'y a pas ça. Donc avec Orlan, il n'y a que du positif, hormis son absence, bien sûr, et son décès. Mais Orlan, il n'y a que il n'y a que l'amour, en fait, du coup. C'est bizarre, hein. Il n'y a que l'amour. Alors qu'avec Marius, bah, il y a forcément, vu que je vis avec lui, il y a les conflits, il y a l'amour, il y a les petites choses du quotidien, l'organisation, l'apprentissage d'avoir un enfant à la maison. Enfin, du coup, voilà. Et du coup, mon comportement avec lui, c'est qu'il me fait aussi remarquer les choses que j'aime pas chez moi encore plus. Et donc voilà, du coup, je suis pas. Par contre, je suis pas hyper protectrice comme beaucoup de parents. Ça, je le suis pas. Parce que je me suis un peu forcée à pas l'être. Parce que je me dis, en fait, lorsque j'étais enceinte, je me disais, il faut surtout pas que je sois une maman poule surprotectrice. Déjà parce que j'aurais détesté qu'on soit comme ça avec moi. Et en plus parce que je veux qu'il puisse respirer.
Donc je me suis dit ok, mon premier enfant est décédé, mais il faut vraiment que je fasse un travail sur moi pour pas le devenir. Et je le suis pas devenue, et sans grands efforts. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'exagération dans l'amour et dans les émotions en général. Voilà. Ça c'est un peu, on va dire, ma façon d'être avec mon fils. Et, je pense que... Enfin, en fait, pour tout vous dire, je me demande comment j'aurais été avec mes enfants. Donc, soit que avec Orlan, soit avec Orlan et Marius, si j'avais eu Marius après Orlan. Si j'avais pas perdu d'enfant, si j'étais pas une mamange. Si j'étais pas une mamange, comment je serais avec mon ou mes enfants? Quel type de maman je serais? Est-ce que je serais mieux que la maman que je suis actuellement? Est-ce que je serais moins bien? Et du coup, j'aurais peut-être pas conscience de la chance que j'ai d'avoir un enfant. Ou au contraire, du fait de ne pas avoir connu de choses négatives par rapport à la périnatalité, bah du coup peut-être que tout aurait été encore plus rose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une question que je me pose beaucoup en fait. Et j'arrive pas trop à répondre à cette question. Je pense qu'en effet, je me serais peut-être pas autant rendu compte de la chance que j'ai d'avoir un enfant, parce que j'aurais pas perdu d'enfant avant, donc peut-être que je serais pas autant reconnaissante d'avoir un enfant. Et du coup, peut-être que la fatigue serait plus difficile à accepter. Là, du coup, comme je suis consciente de la chance que j'ai, bah, même si je suis au bout de ma life, même si je trime, et ben, comme je sais que j'ai de la chance, bah, la vie est quand même un peu plus... Enfin, de la chance. Oui, j'ai perdu mon premier enfant, je dis ça, je sais. Mais du coup, j'ai de la chance d'avoir mon fils. Il y a des gens, ils perdent enfant sur enfant, ils ont qu'un enfant, donc voilà. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aide peut-être à déculpabiliser si vous aussi vous êtes un parent qui a eu un enfant décédé et qui ensuite a eu un enfant vivant. Parce qu'en fait, on est tellement... c'est tellement compliqué ce qu'on vit au quotidien, que ce soit avec un enfant vivant qu'avec un enfant décédé, que c'est difficile de trouver le juste milieu. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook perso, Amanda PA. Amanda, et après la lettre P et la lettre A. Comme ça, on discute sur Messenger si vous avez besoin. C'est important de parler entre parents. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.